Décrire la santé d'un individu, c'est déjà coton. Alors du monde entier, c'est pas possible. Bon, il n'y a pas de suspense, je vais le faire quand même, c'est le titre de l'épisode. Je vous l'ai déjà dit, mais les statistiques, c'est réduire la quantité de données. Et l'épidémiologie, c'est compter les morts. Alors on n'a qu'à faire ça. Et ça tombe bien, l'Organisation mondiale de la santé l'a fait pour nous, et elle nous dit qu'en 2016 sur Terre, il y a eu 55 millions de décès. C'est beaucoup. Ou pas. Histoire d'avoir une vision mondiale des choses, voyons comment sont répartis ces décès sur une carte. L'échelle est en bas de l'image, plus les pays sont rouges, plus il y a de décès. Conclusion de cette carte, on meurt beaucoup en Chine et en Inde, et pas beaucoup ailleurs. Voilà pour la santé mondiale, c'est la fin de cet épisode, merci beaucoup d'avoir... Alors évidemment, vous comprenez bien que s'intéresser au nombre total de décès par pays, c'est pas super pertinent. La Chine et l'Inde sont extrêmement peuplées, genre plus d'1 milliard d'habitants chacune. Donc aucune surprise de voir que c'est dans ces deux pays-là qu'il y a le plus de décès. Du coup, c'est pas très juste pour parler de la santé d'un pays ou du monde. On peut mieux faire. Il nous faut une mesure à population égale. On n'a qu'à utiliser une proportion. La proportion des personnes décédées parmi la population moyenne d'un pays. C'est ce qu'on appelle le taux de mortalité annuel. Alors, on pourrait l'exprimer en pourcentage de personnes décédées, mais en épidémio, on parle plutôt en pour 100 000 personnes. Du coup, voyons les taux de mortalité sur Terre en 2016. Visiblement, en Europe de l'Est et en Russie, c'est pas la joie. En Afrique, c'est assez hétérogène, c'est un peu le bordel. Et puis, en Europe de l'Ouest, c'est pas foufou non plus. La France, par exemple, avait un taux de 900 décès pour 100 000 habitants en 2016. C'est moins bien que la Chine, par exemple, qui, elle, était à 700. C'est bizarre, mais même si je sais que la Chine est en train de progresser dans plein de domaines, je pensais qu'encore en 2016, la santé chinoise devait peut-être être un cran en dessous de celle de la France. Dites-moi, avez-vous déjà entendu parler du paradoxe de Simpson? Parce que ça, c'en est une parfaite illustration. En fait, le piège ici, c'est l'âge des Chinois et des Français. Le taux global est meilleur en Chine, ok, mais si l'on regarde par classe d'âge, que se passe-t-il? Chez les moins de 5 ans, la France fait beaucoup mieux. Chez les 5-14 ans, pareil. En fait, pour tous les âges, la France a un meilleur taux, mais au global, non. Par contre, ce que vous voyez au premier coup d'œil, c'est que plus les gens sont âgés, plus les taux de mortalité sont élevés. Et du coup, je pense que vous avez compris le paradoxe. En France, il y a beaucoup plus de personnes âgées avec de forts taux de mortalité. Donc même si la France fait systématiquement mieux à tous les âges, au total, c'est la Chine, avec sa population jeune, qui a le meilleur taux. Si vous voulez en savoir plus sur ce paradoxe que l'on croise assez souvent en épidémiologie, je vous conseille les excellentes vidéos de Science Étonnante et For All qui l'expliquent très bien. Du coup, pour visualiser un résumé de la santé et comparer les pays à la loyale, les taux, c'est pas terrible. Et comparer à chaque fois pour chaque âge, moi perso j'ai la flemme. Alors on va utiliser une magie de statisticien, un truc qui s'appelle la standardisation sur l'âge. Comme on a les taux de mortalité pour chaque âge dans chaque pays, on peut les appliquer à une population virtuelle, la même pour tout le monde. Ça nous donne des taux de mortalité factices, comme si toutes les populations du monde avaient le même âge. Mais ça reste de la triche, ça ne correspond plus à la réalité. Mais selon ce que l'on veut faire ou dire, au moins les comparaisons sont valables. Toutefois, la santé, ce n'est pas simplement mourir. Toutes les maladies ne sont pas des tueuses, certaines sont juste handicapantes ou génèrent de la souffrance. On dit qu'elles diminuent la qualité de vie. Pour prendre cela en compte, les épidémiologistes utilisent des indicateurs synthétiques de santé. Et parmi ces indicateurs, l'OMS utilise les DALYs. Le DALY, c'est un truc qui mesure un nombre d'années de vie en bonne santé de perdues. L'OMS considère que vous êtes supposé vivre jusqu'à 92 ans. Si vous mourrez à 91 ans, vous avez perdu un DALY. Et si pendant une période, mettons de 10 ans, vous avez eu un handicap qui a baissé votre qualité de vie de moitié, alors vous avez perdu la moitié de 10 années de vie, soit 5 DALYs. Alors on pourrait exprimer les DALY par personne ou en pour 100 personnes, mais on va faire comme pour les taux de mortalité, on va exprimer ça en pour 100 000 personnes. Du coup, revoilà la carte, mais cette fois-ci elle représente les DALYs perdus. C'est assez similaire au taux de mortalité, c'est pas super étonnant. Et là, franchement, on a un joli résumé de la santé mondiale en 2016. Mais bon, on ne va pas s'arrêter là. La médecine, ça ne se limite pas à tenir une comptabilité de la santé, ou même de la qualité de vie. La patiente de la chambre 24, Madame Japon, va beaucoup mieux que le monsieur de la 26, Monsieur Lesotho. Non, la médecine, c'est trouver des diagnostics, de quoi les gens souffrent et meurent. Et l'OMS, dans sa grande mensuétude, nous donne les DALYs perdus par cause. Alors bien sûr, on pourrait regarder pour chaque cause sur la carte du monde ce que ça donne.
Par exemple, les Dalis perdus à cause des armes à feu dans le monde, ça donne ça. Alors, Madame Venezuela, 138 ans, elle est passée aux urgences hier pour plaie par balle. 44 plaies par balle. Et les Dalis perdus à cause de l'usage de la cocaïne, ça donnerait ça. Je trouve que Monsieur USA est très énervé aujourd'hui. Je sais pas trop ce qu'il a. En plus, il se balade avec un petit sac de farine partout. Vous pensez qu'il va nous faire un gâteau? Mais bon, ça va être long de faire toutes les causes et on ne va pas réussir à donner vraiment un résumé de la santé mondiale comme ça. Faire une carte, c'était pas mal, mais il faut en faire un autre genre. On va faire un trimap. Un trimap, ou carte proportionnelle en français, repose sur le même principe que les diagrammes circulaires classiques que tout le monde connaît. On parle d'ailleurs de diagramme camembert en français, de tarte en anglais, de pizza au Brésil ou de placenta en Roumanie. Non, pas ce placenta-là, celui-là. C'est une sorte de petite brioche fourrée aux pommes et au fromage. Bref, un camembert représenterait la totalité des dalis perdus et on couperait des parts proportionnelles aux dalis perdus pour chaque maladie. Par exemple, en 2016, 3% des dalis étaient dus aux diarrhées. Et ben on coupe une part de 3% pour les diarrhées. Eh bien, un trimap, c'est pareil, mais en rectangle. Parce que les cercles, c'est vicieux. Alors voyons ça dans le monde en 2016. Ce sont les maladies dites non transmissibles qui ont fait perdre le plus de santé aux humains. Mais il y a quoi derrière ce terme de maladie non transmissible? Eh bien, profitons d'une caractéristique sympa des trimaps, on peut augmenter leur niveau de détail. On peut facilement refaire des parts dans les parts. Voilà avec plus de détails la répartition des grandes maladies dans le monde. Et les championnes semblent être sans hésiter les maladies du cœur, avec 15% des dalis perdus à cause d'elles. Les cancers et les infections communes sont plutôt bien placés aussi, avec 8-9%. Les maladies mentales représentent une part non négligeable de la souffrance, et on n'y pense pas forcément, mais les accidents de la route à l'échelle mondiale représentaient en 2016 10 fois plus de dalis perdus que les guerres ou le terrorisme. Cette carte, elle représente vraiment pas mal l'état de santé du monde. Je mets le lien dans la description. Si vous voulez connaître les grandes maladies dans le monde, eh ben en gros voilà. Bon, évidemment, vous vous doutez bien que cette carte, elle cache de grandes différences entre les pays, qu'on ne voit plus par rapport à la carte de tout à l'heure. Mais évidemment, entre un pays riche et un pays pauvre, ça ne va pas du tout être la même limonade. Alors, avant d'aller plus loin, une petite digression sur la notion de pays riche ou pauvre. C'est toujours difficile de coller des étiquettes comme ça à des pays. Pour résumer l'état du développement et la situation d'un pays, il existe des tonnes de façons différentes de faire. On peut s'intéresser à la richesse produite par le pays avec le PIB, ou à la richesse par habitant avec le PIB par habitant. On peut s'intéresser à des caractéristiques spécifiques, comme les inégalités par exemple, avec le coefficient de Gini. Et il y a des indicateurs composites, qui essayent de mélanger différents trucs, dont le plus célèbre est l'IDH, Indice de développement humain. Eh bien, celui utilisé aujourd'hui par l'OMS lui ressemble beaucoup. C'est le SDI, Index socio-démographique, qui mélange revenus par habitant, niveau d'éducation et le nombre d'enfants par femme. Ceci étant dit, voici les trimaps des pays dits pauvres, c'est-à-dire avec un SDI faible, en haut, et les pays riches à SDI élevé en bas. On peut voir que la répartition des maladies n'est pas du tout la même. Si dans les pays riches, les gens souffrent proportionnellement plus de maladies non transmissibles, on peut voir que ce n'est pas le cas du tout des pays pauvres, dans lesquels ce sont clairement les maladies infectieuses qui représentent la majorité des dalis perdus. Alors, en voyant ça, on pourrait être tenté de se dire les pays riches, ils ont échangé les maladies infectieuses contre les cancers et les crises cardiaques. C'est peut-être pas un si bon plan. Sauf qu'il faut faire attention, cette représentation graphique, elle est traître. Elle vous montre les proportions d'un total. Mais le total des années de vie en bonne santé perdues n'est pas du tout le même entre les pays riches et les pays pauvres. Souvenez-vous de la carte de tout à l'heure. En 2016, les pays pauvres ont perdu 2 fois plus de dalis que les pays riches. En fait, les trimaps ne font pas du tout la même taille. Quand on regarde les causes sur un diagramme en barre, on comprend qu'en fait, ce n'est pas tant qu'il y a plus de maladies non transmissibles chez les riches, genre cancer et maladies cardiaques. Un peu, mais c'est surtout qu'il n'y a quasiment plus de maladies infectieuses. Ce phénomène, j'en avais déjà parlé, s'appelle la transition épidémiologique. Quand un pays réussit à se débarrasser des maladies infectieuses, c'est ce qui reste qui devient les grands problèmes de santé. Bon, c'est intéressant de voir à quel point les causes de mortalité ou de perte de dalis sont différentes, mais on pourrait aussi se poser la question, est-ce que la santé mondiale s'améliore? Est-ce que ça va mieux ou c'est pire depuis, mettons, 30 ans? Et la réponse est, globalement, tout le monde va mieux. J'ai pas dit que tout le monde allait bien, mais mieux. Pour voir ça, on pourrait regarder l'évolution des dalis perdus depuis les années 90, mais on va se servir d'un autre indicateur assez connu et plus instinctif, l'espérance de vie à la naissance. Voyons comment ça a évolué depuis 1990. Au global, l'espérance de vie à la naissance des humains est passée en 30 ans de 65 ans à 72 ans.
On va pas cracher dans la soupe. Et si on regarde par grandes régions du monde, eh bien globalement, tout le monde progresse. L'Amérique latine du Sud est passée d'une espérance de vie de 73 ans à 78, l'Asie du Sud-Est de 65 à 72 ans, et nous en Europe de l'Ouest de 76 à 82 ans. Toutefois, il semble que j'aille un peu vite en disant que tout le monde progresse. Il y a quand même quelques anomalies sur ce graphique. Par exemple, l'espérance de vie dans la région Caraïbe s'est effondrée brutalement en 2010 de 72 ans à seulement 58 ans. Et beaucoup moins brutal mais beaucoup plus profond, l'espérance de vie en Afrique subsaharienne du Sud a plongé à partir des années 90 de 61 ans à 50 ans à peine en 2005. Et même si ça remonte, ce n'est toujours pas revenu à la situation antérieure. Alors on peut regarder les trimaps des DALIS de ces régions à ces années-là pour voir ce qu'il s'est passé. Pour la région Caraïbe, je pense que vous avez deviné, en 2010, 45% de tous les DALIS perdus l'ont été par la cause Exposure to the Forces of Nature. Il s'agit du tremblement de terre en Haïti qui a coûté la vie cette année-là à plus de 200 000 personnes. Et pour l'Afrique subsaharienne du Sud, c'est pas la même chose. Si on regarde en 2005, quand l'espérance de vie était la plus faible, on peut voir que la principale cause de décès, représentant plus de 43% des DALIS perdus, était le sida. On peut rapidement vérifier avec un diagramme en barre des décès en fonction des années et visualiser l'évolution de l'épidémie de sida dans cette région. De 2004 à 2008, à peu près un demi-million d'humains mouraient tous les ans de cette maladie dans cette région. La situation s'améliore peu à peu depuis et ça colle tout à fait avec ce que l'on a pu observer sur la courbe de l'espérance de vie. Alors voilà, globalement, à certaines exceptions près qu'il ne faut pas oublier, la santé dans le monde s'améliore. Mais bon, il nous reste une dernière chose à voir. On a vu les causes de décès sur les trimaps, mais si on veut prévenir les maladies, il faut à un moment parler des expositions qui causent les maladies. Et pour ça aussi, l'OMS nous donne des choses très intéressantes. Représenter les pertes de DALIS en fonction des causes, c'est plus compliqué que simplement par maladie. C'est pas facile parce que, comme je l'ai expliqué ici, on n'est pas capable de faire autrement que de considérer les maladies comme des machins probabilistes. Fumer du tabac augmente le risque de cancer du poumon. Ok, mais si vous avez un cancer du poumon, je ne peux pas garantir que c'est à cause du tabac. Il y a des non-fumeurs qui ont quand même des cancers du poumon. Tout ce que je peux faire, c'est des estimations de risques avec des risques relatifs ou des odds ratios. Et du coup, pour un individu, c'est pas évident d'attribuer à une cause particulière une maladie. Par contre, pour une population, je peux calculer un truc qu'on appelle la part attribuable. C'est une estimation d'une proportion de la maladie que je peux attribuer à telle ou telle exposition. C'est assez intéressant à calculer et si vous voulez comprendre comment ça marche, je vous recommande cette excellente vidéo de Medifact qui l'explique très bien. Du coup, en 2016, c'était quoi les grands facteurs de risque dans le monde? Qu'est-ce qui pesait le plus lourdement sur la santé? Eh bien, c'était ça. Alors, que voit-on dans le top 3? L'hypertension artérielle, le tabac et le diabète. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir par vous-même quels sont les grands risques et quels sont ceux qui potentiellement sont plus modestes, lien, description, tout ça, tout ça. C'est assez rigolo comme façon de voir les choses parce que l'on peut se fabriquer des clichés par pays. Par exemple, pour la France, le top 3, ça donne ça. Les Françaises sont des fumeurs, alcooliques, hypertendus. Les Américains, eux, c'est des obèses fumeurs diabétiques. Et les Indiens, c'est des hypertendus prématurés qui respirent un air super pollué. Alors bien sûr, au-delà de ces clichés débiles, c'est encore une autre façon de voir les fortes différences qui peuvent exister entre les pays riches et les pays pauvres sur les facteurs de risque, et s'imaginer quelles seraient potentiellement les grandes priorités de santé publique à favoriser dans différentes parties du monde. Bon, et bien voilà, je pense qu'on a fait le tour là. Alors, que conclure de tout ça? Eh bien moi, j'ai envie de conclure que pour une question assez courte, la réponse peut quand même être vachement compliquée. Quand on utilise des statistiques pour répondre à ce genre de questions, comme comment va le monde, on peut voir qu'il y a plein de façons de résoudre le problème. La mortalité, les taux de mortalité, les taux standardisés sur l'âge, les DALIS, l'espérance de vie, les risques attribuables, tous nous apprennent quelque chose de différent. Aucun n'est faux et choisir ce que l'on va présenter est un exercice délicat qui montre à quel point bien poser une question est important. On voit aussi que plus on s'intéresse à une question sous un axe particulier, plus il devient difficile de percevoir les autres axes. Il est difficile de représenter à la fois les variations entre pays avec une carte du monde par exemple, et les variations entre les maladies avec les trimaps. Il faudrait mettre un trimap sur chaque pays et ça deviendrait vraiment pas très lisible. Et encore, même si je faisais ça, je ne verrais même pas l'évolution des maladies au cours du temps. Dites-vous bien qu'il y a plein d'autres axes. L'âge par exemple. Si je regarde chez les moins de 5 ans en Afrique, la principale cause de décès est une maladie qui nous a complètement échappé dans cette vidéo. La malaria. Pourtant, croyez-moi, c'est un gros morceau. On aurait pu prendre le sexe aussi comme axe.
Les hommes et les femmes n'ont pas tout à fait les mêmes profils de maladie ou d'exposition. Par exemple, en France, le top 3 des facteurs de risque des hommes et des femmes n'est pas du tout le même. Le tabac disparaît notamment du top 3 chez les femmes, pour l'instant. Quelques petites notes pour finir. La source. C'est quoi la source de toutes ces données? Eh bien, c'est le Global Burden of Disease. C'est un très gros projet de recherche rattaché à l'OMS et financé par la fondation Bill et Melinda Gates qui s'intéresse à la santé mondiale et dont vous pouvez explorer les représentations graphiques directement sur le site de l'OMS, ce qui est globalement ce que j'ai fait ici. Et franchement, si ça vous amuse, n'hésitez pas à aller jouer directement avec les données, je trouve l'exercice très intéressant. Et du coup, connaissant la source, laissez-moi vous dire que tout ce que je vous ai raconté dans cette vidéo est faux. Bon, évidemment, c'est pas aussi faux que l'avis de votre beau-frère sur la santé mondiale, mais c'est quand même pas bon. Alors, je vous passe le fait que vous soyez en train de regarder une vidéo de vulgarisation, donc que certaines choses peuvent être simplifiées, ou même le fait que je puisse faire des erreurs. D'ailleurs, j'essaie toujours de mettre des erratums dans la description, n'hésitez pas à y jeter un œil. Mais au-delà de ça, c'est faux pour de multiples raisons. La quantité de données nécessaires pour construire un truc comme le Global Burden of Disease est juste absolument monstrueuse. Et vous vous doutez bien qu'en vrai, on ne dispose pas de tout. Genre les causes de décès, l'âge des décès, pour toutes les populations du monde, à toutes les années, c'est impossible. Déjà que dans les pays très développés d'un point de vue santé publique comme la France ou les USA, je ne sais pas si on a tout et à quel niveau de précision. Mais dans certains pays qui ont d'autres priorités, je suis même certain qu'on n'a pas grand-chose. Et même si on a parfois les données, elles peuvent ne pas être cohérentes entre elles, ou même être issues de méthodes tellement différentes que c'est extrêmement difficile de les mélanger et d'en faire un résumé tel qu'était présenté ici. Alors d'où sortent-ils tous ces résultats? Eh bien ils sortent d'une grosse machinerie statistique, une méta-régression bayésienne. Je ne vais pas rentrer dans les détails de comment ce genre de choses fonctionne, mais il y a bayésien dedans. Vous trouverez sûrement quelqu'un sur YouTube qui sera chaud pour vous expliquer. Mais disons pour faire simple que les chercheurs mettent dans une boîte noire toutes les informations épidémiologiques dont ils disposent sur la santé mondiale. Et en plus, ils y ajoutent un tas de covariables spécifiques des pays, de la production annuelle de charbon à la légalité de l'avortement, en passant par l'interdiction de vente de l'essence avec du plomb. La boîte va alors en quelque sorte prendre des paris sur ce qu'il manque. Elle va essayer de combler les trous avec de l'ADN de grenouille. En s'appuyant sur les covariables. Par exemple, si dans un pays A en 2005, il manque des données pour comptabiliser les dialyses liées à la consommation d'alcool. La boîte noire va essayer de deviner ce nombre en s'appuyant sur ce dont elle dispose. Les valeurs de 2004 et de 2006, l'évolution des consommations d'alcool par personne du pays A en 2005, le contexte économique, etc. Mais aussi toutes ces mêmes variables dans les pays voisins, dans lesquels l'information clé des dialyses n'est peut-être pas manquante. Alors du coup, tous les résultats que je vous ai présentés ici sont tous normalement accompagnés d'une mesure de l'ignorance des chercheurs, sous la forme d'un intervalle d'incertitude. Certains sont très étroits quand le modèle est sûr de son coup, en général c'est quand on dispose des données épidémiologiques, soit très larges quand le modèle s'appuie sur beaucoup d'estimations et de covariables. Alors toutes les valeurs que je vous ai données sont à revoir avec leur intervalle d'incertitude. En plus de cela, gardez aussi en tête ces histoires d'ajustement, comme l'ajustement sur l'âge, qui est un classique. Ces trois courbes représentent par exemple les pertes de dialyse dues au cancer en France depuis 1990. Sur la courbe de gauche, vous avez les dialyses totaux, qui montrent que les Français perdent de plus en plus d'années de vie à cause des cancers. Mais si je prends les taux, c'est-à-dire que je corrige le fait que la population française augmente, alors ça semble être plutôt stable. Et enfin, si j'ajuste sur l'âge, je peux voir que, en fait, les cancers font perdre de moins en moins d'années de vie en bonne santé. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. J'ai été absent un petit bout de temps parce que j'avais une petite chose à régler, un truc qui s'appelle test de médecine. Mais maintenant que c'est fait, on devrait revenir à un rythme de production un peu plus soutenu. Enfin, j'espère. Merci beaucoup et à la prochaine!